Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la montée de la violence meurtrière et l'instauration des journées villes mortes sont décriées sur les braises ardentes de la crise anglophone. Malgré ce climat d'insécurité, des agents de l'État ayant fui leur poste sont menacés de sanctions s'ils ne retournent pas dans les régions en guerre pour exercer le droit de vote dimanche prochain. Dans un tel contexte, que peut le Premier ministre, chef du gouvernement, actuellement en séjour dans le sud-ouest, le Premier ministre va-t-il réussir à convaincre les populations de sortir de chez elles pour braver les journées déclarées ville morte et aller exercer le droit de vote dimanche prochain? Quel est l'état d'esprit de ces populations prises entre deux feux dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? C'est le dossier du 20h à suivre en ouverture de ce journal. Et dans la page internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé croisent les doigts. Ils espèrent pouvoir être libérés totalement pour retourner dans leur pays à quelques mois de l'élection présidentielle, mais rien n'est gagné d'avance. Le procureur de la République et des avocats de l'État de la Côte d'Ivoire souhaitent qu'il reste en prison et ont fait appel. Où en est-on avec cette procédure? Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes à quelques jours du double scrutin législatif et municipal à travers le triangle national. Et dans les régions anglophones, ce sont de nouvelles journées déclarées villes mortes et illustration notamment dans plusieurs localités dans la région du sud-ouest où personne n'a pointé son nez dehors durant cette journée. Pendant ce temps, autorités administratives menacent de sanctions des fonctionnaires ayant déserté leur poste de revenir dans les régions en guerre et d'exercer leur droit de vote dimanche prochain. Sinon, ils seront sous le coup des sanctions, préviennent autorités administratives dans la région du sud-ouest et du nord-ouest. Ambiance de ville morte dans plusieurs localités des régions en guerre. C'est avec Jean-Paul Chouniat. À moins de 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote pour les municipales et législatives, Koumba dans le sud-ouest et Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest, se réveillent paralysés sous une couverture de Ghost Town. Opération de ville morte imposée par les sécessionnistes anglophones. La ville est déserte, pas de taxi ni de moto pour se déplacer. J'habite très loin d'ici. Partir de là à pied pour mon lieu de travail, c'est très difficile. Je suis obligé de quitter la maison très tôt. Ce mot d'ordre décrété sur 5 jours met en péril 2 rendez-vous importants. Le double scrutin du 9 février et la fête nationale de la jeunesse le 11 février courant. Face à la menace de ces villes mortes qui compromettraient la bonne tenue des élections du 9 février et la célébration faste de la 54e fête nationale de la jeunesse, le commandement territorial dans ces 2 régions somme les agents des services publics à rejoindre leur poste de travail qu'ils avaient tous abandonné. Dans une correspondance adressée à tous les sous-préfets de sa zone de compétence, le préfet d'Undian, Fohan Lawrence, demande à tous ses proches collaborateurs de lui faire parvenir au plus tard le 11 février les noms et matricules de tous les fonctionnaires qui, absents de leur poste, n'auront pas participé au double scrutin de ce dimanche 9 février 2020. Le patron d'Undian promet des sanctions exemplaires à tout contrevenant à ses instructions. En plus des sous-préfets, Fohan Lawrence saisit des chefs d'établissement scolaires et tous les délégués départementaux et chefs services pour l'observance stricte de ces instructions sur l'obligation de tous les fonctionnaires à aller aux urnes le jour du vote, dont faute de quoi ils écoperont des sanctions exemplaires. Bien avant le préfet d'Undian, son homologue de la Mémé, Tuondong Chamberlain, le 31 janvier 2020, mettait déjà en garde les agents publics sur leur présence effective à leur poste de travail, des signatures du présent message porté. Et tous les contrevenants à cette décision, considérés comme démissionnaires, écrit le préfet d'Undian, Tuondong Chamberlain, promettant même de descendre vérifier personnellement l'effectivité au poste des fonctionnaires en service dans son territoire de commandement. Plusieurs agences de transport interurbain faisant la ligne Douala-Bamenda ou encore Douala-Koumba ont décidé de garer leurs véhicules à la gare routière à Bonabéry, redoutant ces journées déclarées ville morte et les mots d'ordre de représailles lancés par ces groupes armés séparatistes.
Aucun promoteur n'a osé embarquer des passagers depuis Douala pour se rendre dans ces régions anglophones. Ambiance à la gare routière à Bonabéry, un reportage signé Robert Moukoubé et Flavien Valondongo. Gare routière de Bonabéry à Douala ce jeudi matin. L'ambiance est morose. Les véhicules de transport en commun qui desservent les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont stationnés. Toutes les agences qui circulent dans la zone anglophone du nord-ouest et du sud-ouest, tout le monde est garé. À Boya, d'autres sont garés. À Bamenda, d'autres sont garés. À Yaoundé, c'est toujours les mêmes. Tout le monde est sur place. Sur le site, des passagers sont rares. Les chauffeurs s'indignent. Les passagers ne viennent pas. Donc on ne sait actuellement ce qu'on peut faire. C'est par rapport aux gens du sud-ouest. C'est eux qui nous ravitaillent. À la gare routière, pas d'espace pour accueillir les véhicules des différentes agences de voyage qui embarquent ici. En effet, les villes mortes prévues du 6 au 12 février et imposées aux populations des régions du nord-ouest et sud-ouest par des sécessionnistes seraient la principale raison de l'arrêt de travail des transporteurs. Je ne sais pas, ils ont appelé de ghost town qui s'est passé là. Vraiment, c'est grave pour nous de travailler parce que vraiment, tout est garé, rien ne bouge. On ne peut plus aller au sud-ouest parce qu'il y a trouble là-bas. Et on attend avec nos véhicules dans la gare routière. Les convoyeurs s'ennuient. Ils crient dans tous les sens. Selon des sources, les sécessionnistes ne veulent pas laisser poursuivre jusqu'à terme le processus du double scrutin du 9 février prochain, tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte, et ce, malgré les assurances du gouvernement. Journée déclarée ville morte, le chef du gouvernement a été envoyé sur les braises ardentes de la crise anglophone. Sur instruction du président de la République, Joseph John Goutet est allé rencontrer les populations afin de les convaincre de sortir de chez elles, de braver ces journées déclarées ville morte afin d'exercer le droit de vote dimanche prochain. Il était à Bongo Square dans la région du sud-ouest. Il a fait savoir aux populations qu'après les élections, le gouvernement mettra sur pied les projets qui ont été annoncés depuis de nombreuses années, notamment la construction d'un port à Limay, l'implémentation du statut spécial des régions du nord-ouest et sud-ouest, argument brandi par le Premier ministre durant son séjour dans la région du sud-ouest. Et demain, c'est le premier vendredi du mois de février 2020, un vendredi qui sera consacré à la journée nationale de prière pour le respect de la vie humaine au Cameroun. C'est une initiative de la conférence épiscopale du Cameroun. Cette journée doit permettre à tous les fidèles et hommes de bonne volonté de dénoncer et de condamner les actions et entreprises mortifères qui sévissent dans le pays. En effet, la conférence épiscopale a constaté que le Cameroun fait face à des épreuves douloureuses et tragiques qui menacent la paix, l'unité et le bien-être des populations. Entre la crise anglophone, la guerre contre Boko Haram et la corruption, les évêques dénoncent de nombreuses violations des droits humains et la banalisation des actes criminels au Cameroun en implorant la miséricorde de Dieu pour le sang versé des innocents. L'Église catholique veut développer des actions qui donneront une valeur ajoutée au dialogue et au début d'une résolution pacifique des multiples crises qui secouent le Cameroun. Parlons à présent de cette campagne électorale. Elle doit se refermer d'ici samedi prochain. Et dès lors, c'est une bataille ouverte entre le RDPC et le SDF pour le contrôle de la circonscription électorale de Loum, notamment la municipalité de Loum qui aiguise les intérêts du parti au pouvoir. Le SDF, tenant de la mairie, ne compte pas lâcher prise, au point où l'organisation des meetings a failli virer en une bagarre entre les militants des deux formations politiques. Reportage, Jacquino Molon et Nadine Yambou. Ça ne vous manque pas. Il n'y a pas de route. Nous, on va à 202. Nous, on va à 202. Et c'est la seule route de nous. Éclat de voix et bagarre entre militants des partis politiques en campagne pour les municipales. La scène se déroule à Loum, l'une des circonscriptions électorales du département du Mungo. Alors que le SDF tenait son meeting, les militants du RDPC ont fait irruption en signe de perturbation. C'est la quatrième fois, comme je vous dis là. La première fois que le 26, à Loum Chanchega, ils sont venus faire les mêmes choses. À Mamon, mais les mêmes choses. Au Carrefour Ngoti, les mêmes choses. Nous, c'est encore la permanence, les mêmes choses. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Nous, on dit non au trafic d'influence. C'est parce qu'ils doivent nous intimider. Ça veut dire que le jeu, on va gagner à 100%. Notre véritable problème, on a pris la route de Banquin pour 202.
Et c'est le seul passage à Aloum, parce qu'il n'y a pas de route d'abord à Aloum. Il n'y a aucune route qui peut mener à 202, si on ne passe pas par ici. Passé l'incident, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente. Et le maire sortant et candidat à sa propre succession, Kuate Giwambo, axe sa campagne sur les réalisations menées durant son mandat. Nous sommes venus donc aujourd'hui pour renouveler le contrat de tout parti que vous nous avez donné. En tant qu'exécutif sortant, je crois que notre campagne, c'est notre bilan. Et nous avons notre bilan qui parle en notre faveur. La bataille pour le contrôle de la mairie de Loum s'annonce rude. Le RDPC entend reconquérir cette municipalité après plusieurs années d'absence. Loum devra avoir pour nous, le RDPC, et la mairie et le député qui doit être là. Ce sera un grand événement après près de 40 ans. Donc nous travaillons pour cela et malgré les partis que nous avons en face de nous, nous sommes déjà bien organisés. Le verdict des urnes sera donc connu au soir du 9 février 2020, jour de vérité. Dans le département du Mungo, le MPCN vise aussi le poste de député et plusieurs mairies dans plusieurs circonscriptions électorales situées dans le département du Mungo. Les têtes des listes et différents colistiers sont allés discuter avec les populations, leur présenter leur projet de société à Souza. Évocation avec Isabelle Carole Zoupet. Le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, en quête d'électeurs dans la commune de Dibombari, précisément au village de Boadibou. Ces candidats aux législatives et municipales sont venus ici porter un message aux populations, celui d'améliorer leurs conditions de vie si ces habitants mettent dans l'urne le bulletin bleu. Puisse lutter efficacement contre le chômage en permettant aux jeunes d'avoir accès à l'emploi. Et nous allons également nous battre au sein du MPCN pour que désormais la santé soit primordiale dans notre société, que la santé, l'éducation puissent être au centre des préoccupations de ceux-là qui sont considérés comme des élus. Voter pour le MPCN, c'est voter pour le changement, rappellent ces militants. Dans notre profession de foi, tel que régler le plus rapidement le problème d'eau en 6 mois, le problème des routes, l'éclairage public, et également avec l'arrivée de la décentralisation, nous comptons régler aussi beaucoup de problèmes de chômage dans notre arrondissement. Ils exhortent les populations à ne pas les décevoir, car contrairement à certains partis politiques, précise le MPCN, ils tiendront leurs promesses. Non, nous on ne promet pas, on réalise seulement. On ne promet jamais, on réalise. Parce que d'autres partis donnent toujours des promesses et ils ne réalisent jamais. Ça cause toujours des problèmes aux électeurs bien après. Mais nous, on réalise. Rendez-vous dimanche prochain, jour de vote, pour faire le choix entre tous ces candidats issus de différents partis. Démonstration de force politique des militants en RDPC dans la région du Septentrion. Ils se sont mobilisés à l'esplanade de la chefferie du Lamido de Bogo, dans le Diamaré, à l'extrême nord du Cameroun. Une circonscription électorale déjà acquise au RDPC et pourtant, ils souhaitent obtenir un taux de participation important afin de légitimer l'élection du député dans cette circonscription électorale. Reportage Amadou Daïrou, Mitterrand Dame et Xavier Foka. Plusieurs centaines de militants du RDPC ont pris part au meeting de campagne organisé à l'esplanade de la chefferie du Lamida de Bogo. Un méga meeting organisé par l'honorable Hamadou Sali, candidat à la députation dans la circonscription de Bogo, dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord. Une circonscription électorale acquise à la cause des candidats du parti au pouvoir, tel que l'a rappelé le ministre Ibrahim Talba Mala, président de la commission de campagne régionale du RDPC pour l'extrême nord. Ici, nous ne votons même pas, mais nous avons déjà gagné. Donc, nous allons faire la formalité de voter, mais aussi la formalité de venir ici à Bogo pour rencontrer nos militants. Des propos qui pourraient prêter à confusion, mais que non. La commune de Bogo est la seule dans le Diamaré, dont tous les conseillers municipaux sont du RDPC, et le seul candidat en lice pour cette élection est du même parti. Bogo reste donc un bastion imprenable du RDPC. Dans cette circonscription électorale du Diamaré Nord,
nous n'avons en réalité rien à vous dire. Vous êtes des militants convaincus, vous êtes des militants convaincants, donc nous préparons la fête. En attendant l'échéance du 9 février, une caravane motorisée a arpenté les rues de Bogo pour marquer l'attachement des populations au parti. Dans le département du Noun, l'UDC bat campagne pour garder ses mairies et conquérir d'autres circonscriptions électorales. Le parti d'Adamoun Damdjoya s'est rendu à Koutaba pour recommander aux populations de ne pas se laisser distraire par les discours tenus par les autres formations politiques en lice dans cette circonscription électorale. L'UDC dit qu'elle reste la seule voie fiable pour améliorer le quotidien des populations. Compte rendu, Mama Soufor et Isabelle Carole Zoupet. Une véritable marée humaine au meeting de l'Union démocratique du Cameroun, en abrégé UDC. Nous sommes à Koutaba, dans le département du Noun. Le parti d'Amadou Damdjoya, en course aux législatives et aux municipales, invite ses populations à ne pas céder au boycott et à se joindre à lui pour emprunter la route du développement. Un élu ne devrait pas être celui-là qui est trop en haut. Ça doit être quelqu'un de moyen, qui est aux côtés des populations, qui écoute les populations, qui résout selon le plan de campagne de la municipalité les problèmes des populations. C'est pour tout cela que ces populations sont engagées. Pour que le 9, ils votent la liste de l'UDC à 100%. Pour les militants de l'UDC, l'heure de vérité est enfin arrivée. Il n'est plus question pour les populations de se laisser distraire par les discours stériles, car il est temps de permettre à l'UDC d'agir pour un Cameroun meilleur en votant pour ce parti. Le mensonge, quand ça veut s'enflammer, c'est comme le feu de paille. Mais au fur et à mesure, la vérité finit toujours par triompher. C'est cette vérité-là que la population a découvert en nous. Une seule voix de l'UDC ne pourra jamais se détourner. On ne pourra jamais détourner une seule voix de l'UDC. Au terme du meeting, les militants de cette formation politique ont promis de faire carton plein le 9 février prochain. Que se passe-t-il dans l'administration publique au Cameroun? De nombreux gestionnaires éprouvent des difficultés à faire débloquer des lignes de financement pour leurs activités dans le département ministériel. C'est également la même situation observée. Le ministre des Finances reconnaît la responsabilité de ses collaborateurs. Il les a tancés leur demandant de faciliter le traitement des dossiers administratifs au quotidien afin d'améliorer la célérité des dossiers et permettre aux différents départements ministériels et administrations publiques de bénéficier des financements nécessaires pour le développement du Cameroun. Je vous propose d'écouter le ministre des Finances, Lupaul Motazé. Combien de fois continue-t-on d'entendre parler de disparition des dossiers? Combien de fois? Mon dossier, on dit, on ne le retrouve pas. On m'écrit, c'est à la porte 41, bref. Et aussi les tracasseries. Je voudrais vous dire, lorsque je suis entré au gouvernement en 2007, le premier ministre de l'époque nous a appelé, le nouveau ministre des Finances et moi, parce qu'il nous a reçus en même temps, M. Essimi et moi. Et la première chose que le premier ministre et le premier ministre Enoni, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a sorti une liste qu'il a donnée au ministre Essimi pour dire, voilà la liste des agents comptables et des contrôleurs financiers qu'il faut enlever. Ça veut dire que ça semble être une plaie qui, je ne sais pas comment on va régler. Il s'agit de ces collaborateurs qui sont encore dans une conception du travail que je ne comprends pas, à savoir embêter les ordonnateurs. J'attends de vous que vous soyez des espèces de conseillers des ordonnateurs. Allez seulement rappeler, oh c'est ça, je ne signe pas, oh c'est ça, je ne signe pas. Non, ça ne marche pas. Le directeur général du Trésor qui est là,
c'est que nous avons un gros problème maintenant avec monsieur le ministre des Travaux publics qui estime que le payeur spécialisé, j'espère qu'il est là, parce que j'ai chargé le directeur général du Trésor de l'envoi et de lui dire que je ne vous donne pas plus d'une semaine pour arranger ce problème. Le ministre des Travaux publics, il va voir le Premier ministre pour dire lui n'arrive plus à travailler, il doit aller visiter telle autoroute, il doit aller faire ceci, donc la caisse d'avance n'a pas fait ceci, etc., etc. Parce que. J'attends de vous que vous soyez intelligents. Notre rôle n'est pas de bloquer cette autorité dans son travail. Notre rôle est de l'accompagner, si possible en lui donnant des conseils. Et si vous estimez qu'il y a comme une espèce de surdité, une fermeture de ces autorités au conseil que vous leur donnez, mais parlez-en au directeur général qui va m'en parler et nous on saura ce qu'il faut faire. Dans l'escale internationale, Alassane Ouattara pointé du doigt lors de cette audience qui s'est tenue devant la chambre d'appel à la Cour pénale internationale. Oui, Alassane Ouattara veut empêcher tous les opposants de se présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ainsi s'exprime l'un des avocats de Laurent Gbagbo qui estime que c'est pourquoi les députés sont arrêtés et jetés en prison et même Guillaume Soro allé de Ouattara pourchasser. Argument utilisé à la chambre d'appel à la CPI que la véritable intention des avocats de l'État de Côte d'Ivoire est de s'opposer au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est là le vrai sens de l'intervention des avocats de l'État de la Côte d'Ivoire, ont relevé les avocats de Laurent Gbagbo. Par ailleurs, l'un des avocats de Blé Goudé a démonté l'argumentaire du procureur Fatou Bensouda et de l'État de la Côte d'Ivoire qui souhaite le maintien en détention des leaders ivoiriens pourtant acquittés. Sur ce point, ils font observer que la majorité des témoins qui est arrivé à la CPI et qui a déposé leurs différentes auditions sont retournés en Côte d'Ivoire et aucun des témoins n'a fait l'objet de pression de qui que ce soit, de telle sorte que venir dans cette salle de la CPI ne peut pas permettre de faire avancer l'hypothèse d'une menace chimérique qui pèserait sur des témoins. Et par ailleurs, les avocats de l'ancien président Laurent Gbagbo estiment que la seule issue logique, c'est d'abandonner toutes les conditions restrictives contre Laurent Gbagbo. Rappelons qu'ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Ils ont été acquittés en janvier 2019, mais le 1er février 2019, la chambre d'appel a imposé des conditions à la mise en liberté suite à leur acquittement de M. Gbagbo et Blé Goudé. Je vous propose d'écouter une attitude de cette audience qui s'est tenue ce jour devant la chambre d'appel à la Cour pénale internationale. Suivante. Vous avez cité une référence, celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, cette citation porte sur la détention d'une personne acquittée. Or, M. Gbagbo n'est pas en détention. Est-ce que cette référence est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle s'applique en l'espèce? Merci, Monsieur le Président. Nous estimons que la jurisprudence de la CEDH peut être appliquée à toute mesure restrictive de liberté imposée à une personne acquittée. Et que le principe est clair, une personne acquittée est mise en liberté immédiate en l'absence de toute raison, par exemple liée à d'autres affaires en cours, ou c'est ce que la jurisprudence dit. Mais une fois qu'une personne est acquittée, il n'existe aucune base juridique d'imposer des mesures restrictives à sa liberté, qui vont de la détention à des conditions de mise en liberté. C'est notre compréhension de la jurisprudence, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que ce cas de figure tient compte des circonstances, par exemple, devant une juridiction nationale, lorsqu'une personne accusée est acquittée? Et je parle bien d'une juridiction nationale. Cette personne est acquittée et qu'il y a un appel de cet acquittement. Si l'appel aboutit, est-ce qu'il s'agit simplement pour la police de procéder à l'arrestation, la réarrestation de cette personne au fin de la suite
de poursuivre le procès devant une juridiction nationale, le problème ne se poserait pas tout à fait. Or, devant la CPI, il y a cette difficulté, c'est-à-dire que la Cour ne dispose pas des moyens qui lui permettent de placer quelqu'un sous arrêt facilement pour poursuivre le procès. Est-ce que ce scénario change un peu la donne? Sinon, pourquoi pas? Merci, Monsieur le Président. Deux choses. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté demande aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest d'aller massivement voter dimanche 9 février. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est retrouvé sur les braises ardentes de la crise anglophone sur instruction du chef de l'État au regard de ces journées déclarées ville morte et de l'intensification de la violence meurtrière. Il est allé présenter les arguments du gouvernement afin de convaincre les populations de braver ces mesures annoncées par ces groupes armés séparatistes. Selon lui, le meilleur est à venir au lendemain de ces élections avec la mise en place du statut spécial et la construction de nombreux projets très attendus dans ces régions depuis de nombreuses années. Ces arguments peuvent-ils changer la donne d'ici dimanche, jour d'élection au Cameroun? Il reste encore à pouvoir apprécier ce taux de participation des populations de ces deux régions du pays. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans